as the sight of your heart is good to me, is good to me. Another voice in mind, another voice inside, speaking words to me, words to me, words to me, love. Love speaking words to me, words to me, words to me now. Speaking words to me, words to me, words to me, words to me Eh bien, bonjour, Mohamed Boungarsar. Bonjour à toutes et à tous. On ne perd pas trop de temps parce qu'on n'en a pas beaucoup, donc on commence tout de suite. Et merci de vos présences pour accueillir à ma droite Miss France. Ça peut vous étonner que je présente ainsi notre écrivain, mais c'est comme cela que Mohamed Boungarsar s'est présenté à Dakar le mois dernier au cours des ateliers de la pensée de Dakar, dont il est un fidèle pilier. Et c'était, Mbougar, votre premier retour au pays natal en tant que prix Goncourt 2021 pour La plus secrète mémoire des hommes, paru aux éditions Philippe Ray et Ginsan, la maison d'édition sénégalaise qui vous copublie. Et c'est vrai que ce marathon que vous venez de parcourir et qui sans doute n'est pas fini, c'est fait de vous, en quelque sorte, oui, une Miss France, du moins dans l'Hexagone. Et c'est un peu un comble pour vous qui écrivez un roman sur la disparition d'un écrivain, le mystérieux T.C. Eliman, qui est l'auteur d'un livre intitulé Le labyrinthe de l'inhumain, paru en 1938, un écrivain africain dont la trajectoire fait songer à celle du prix Renaudot 1968, le Malien Yambo Wologem, qui a été accusé de plagiat pour Le devoir de violence et qui disparut lui aussi, comme votre Eliman. Alors cette figure tutélaire obsède le jeune écrivain et narrateur de votre livre, Diegan Latirfaï, dont nous suivons pas à pas et à travers le monde l'insatiable quête. Donc il vaut mieux quand même vous voir en Miss France, même si c'est très étonnant, qu'en second écrivain noir à avoir remporté le Goncourt, après le Guyanais René Maran en 1921 pour Batouala. Et c'est surtout dire par les temps qui risquent de courir que de renvoyer un auteur à sa couleur de peau ou à son africanité. Le jeune héros, lui, de votre quatrième roman, il ne se gêne pas pour s'amuser de ce genre de considération. J'y renvoie donc vos lecteurs passés et futurs. Alors, Diegan Latirfaï, vivant à Paris, comme vous, Mohamed Boungarsar, tenu comme une promesse à suivre de la littérature francophone, promesse tenue comme on l'a vu, proteste assez contre la médiatisation des auteurs au lieu de s'intéresser à leurs livres. Pour que je sois succincte sur votre biographie. Vous êtes donc né à Dakar en 1990, vous êtes fils de médecin, vous êtes sérère, et ceux qui en doutent n'ont qu'à regarder vos dents. Je reprends votre propos tenu devant votre première participation, cette fois en Miss Sénégal, devant vos lecteurs le mois dernier, toujours à Dakar. Votre premier roman, Terre Sainte, apparu aux éditions Présence africaine. Il est d'ailleurs disponible en édition de poche sur le stand du pavillon africain ici même. Ce roman vous a valu le prix Kourouma en 2015. Ce livre nous menait dans les enjeux de la radicalisation dans un pays subsaharien non nommé. Et il décrivait les ravages qu'il provoquait dans une famille, mais aussi la résistance possible, et notamment par les mots. Le deuxième, couronné par le prix de la Porte Dorée, prix littérature Monde étonnant voyageur, nous menait en Italie, dans le quotidien des migrants subsahariens.
Silence du cœur, paru toujours chez Présence africaine. Le troisième a marqué votre changement d'éditeur en 2018, De purs hommes, qui fait incursion dans le Sénégal contemporain et qui est écrit sans tabou sur celui qui le reste dans votre société, c'est-à-dire l'homosexualité. Et justement, le Goncourt au Sénégal vous a amené finalement à être découvert par vos compatriotes des plus extrémistes, alors que sans doute ils n'avaient absolument pas lu De purs hommes, mais vous avez été désigné comme celui qui défendait donc l'homosexualité, la décadence occidentale, etc., etc. Donc ça n'est pas du tout terminé. Enfin, la plus secrète mémoire des hommes, donc, qui ne se résume pas, puisqu'il a comme sujet principal la littérature. Alors, comme vous vouez votre vie à la littérature, et que les lettres en sont la matière première, et comme nous avons donc peu de temps, étant à dire, je vous ai proposé, et vous l'avez accepté, de jouer le jeu d'un hasardeux abécédaire. Outre votre humour, la dimension ludique en littérature ne vous déplaît pas, ni le chaos, donc allons-y. Alors on commence par A. Évidemment, tout le monde pourrait attendre qu'à ce A, on adjoigne Afrique. Eh bien pas du tout. On va parler de Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis, c'est une immense figure de la littérature et de la vie politique haïtienne, qui est né il y a 100 ans, le 22 avril 1922, hier. Et vous étiez, Mohamed Boungarsar, dans un hommage qui était rendu à cette grande figure. Et comme il y a une poétesse haïtienne qui circule dans votre dernier roman, et comme surtout cette circulation secrète des livres est ce qui vous constitue comme lecteur et comme auteur, est-ce que vous pouvez nous dire, et brièvement puisque ce sera notre jeu, quel livre de cet écrivain vous nous conseilleriez, ou qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce Jacques-Stéphane Alexis ? Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là. Je pense que la forme de l'abécédaire se prête en effet le mieux à notre discussion et je suis très heureux que tu l'aies choisi. Jacques-Stéphane Alexis est un immense écrivain haïtien. Il est avec un autre Jacques qui s'appelle Rouma, cette fois, peut-être l'autre grand écrivain fondateur de la littérature haïtienne moderne. C'est un écrivain qui a eu une vie extrêmement brève, mais flamboyante, puisqu'il est mort à peu près 40 ans, même pas, en 1961. Et il est mort dans des circonstances qui ne sont pas encore élucidées aujourd'hui, puisqu'il aurait été assassiné par la dictature de cette époque-là. Jacques-Stéphane Alexis est un militant, et c'est d'abord un médecin, un grand humaniste, mais c'est l'écrivain qui m'intéresse le plus, évidemment. Et c'est un écrivain qui est absolument flamboyant dans sa langue. Il faut lire Jacques-Stéphane Alexis. Ça semble être un cliché de dire d'un écrivain qu'il a un style flamboyant. Mais lui, véritablement, lorsqu'on le lit, on en arrive, et c'est peut-être le signe qu'on est véritablement dans la poésie, on en arrive à oublier ou à ne plus se préoccuper du sens, parce qu'on sait qu'on est saisi par autre chose. C'est de la prose, hein. Il n'a écrit que des romans, mais ce sont des romans qui ont, de façon très évidente, une portée poétique très forte. Jacques-Stéphane Alexis est l'inventeur véritable de ce qu'on appelle le réalisme merveilleux. Et d'ailleurs, des personnes comme Alejo Carpentier, à qui on crédite souvent ce qu'on appelle le réalisme magique, renvoient souvent à Jacques-Stéphane Alexis. Même Gabriel Garcia Marquez, qui est un peu la figure centrale du réalisme magique, renvoie à Jacques-Stéphane Alexis. Et chez Jacques-Stéphane Alexis, ça prend un sens très différent. Son merveilleux est toujours une manière de parler du réel dans la façon la plus forte qui soit. Très brièvement, quelques textes. Le premier que j'ai découvert dans une anthologie, la même d'ailleurs dans laquelle j'ai découvert aussi Yambo Ologam quasiment, le romancero aux étoiles. C'est un texte très beau qui est un ensemble de contes, mais des contes à deux voix, très différents, mais très beaux. Voilà, moi, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Romancero aux étoiles, l'espace d'un ciment aussi, et puis son grand roman
tout cas celui qui a fondé un peu la tradition littéraire haïtienne, compère général Soleil. À retrouver aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire et aussi chez Zulma, qui a édité aussi un titre d'Alexis. Merci beaucoup. Et alors, justement, continuons en littérature sud-américaine, latino-américaine, pardon, avec un B comme Bolaño, qui est donc votre maître. Vous avez d'ailleurs fait dans Le Point un hommage à cette figure qui a tant inspiré jusqu'au titre de votre livre. Donc, Roberto Bolaño, pourquoi Roberto Bolaño pour vous? Roberto, là aussi, il faut le lire. C'est toujours je trouve très limité, très réducteur de parler des textes. Il faut aller les lire. Roberto Bolaño a été pour moi un point de bascule. Cela n'arrive pas souvent, je crois, dans une vie d'écrivain, de rencontrer un écrivain qui bouleverse votre manière de lire et votre écriture. Cela n'arrive pas souvent. Cela peut arriver 2 ou 3 fois, mais pas guère plus, à mon avis. Et Roberto Bolaño a été le premier pour moi. Le moment où je me suis vu à son contact, au contact de ses livres, devenir d'abord un lecteur différent et ensuite seulement un écrivain différent. C'est un grand écrivain chilien, mais qui a vécu ailleurs pendant de très longues années, la majeure partie de sa vie, il l'a vécu en exil. Il a erré un peu en Europe avant de s'établir, en Amérique d'abord, en Amérique du Sud, ensuite en Europe avant de s'établir à Barcelone, enfin dans la banlieue de Barcelone, dans une petite ville balnéaire qui s'appelle Blanes. Et c'est d'abord un poète, avant d'être un immense romancier. Son œuvre compte peut-être une dizaine de romans, 2 grands textes romanesques, Les Détectives Sauvages, 98, et puis 2666, qui a été publié à sa mort en 2003. C'est un écrivain fondamental qui est à la fois l'héritier de grands noms de cette littérature sud-américaine. Il est l'héritier de Borges, il est l'héritier de Sabato, il est l'héritier de Cortázar, mais il en fait autre chose. Et c'est à ça qu'on reconnaît un écrivain important aussi. C'est à la fois un héritier et quelqu'un qui transforme l'héritage, toujours. Et ça a été son cas. Il m'a appris énormément de choses, la liberté dans l'écriture, le fait de pouvoir placer la littérature au centre de la littérature sans que ça ne ressemble à un essai, sans que ça ne tourne à vide, sans que le propos ne soit enclos simplement dans une autoréférentialité un peu aride. C'est vraiment quelqu'un qui m'a parlé, qui a touché des choses très profondes en moi. Tout le monde ne l'aimera peut-être pas, mais je pense que tout le monde peut reconnaître sa singularité comme écrivain. Donc Roberto Bolaño pour cela. Bon, il y a un autre B, c'est celui de Ken Bougoul, qui est une immense romancière, écrivaine sénégalaise, derrière laquelle on pourrait reconnaître un des personnages de votre roman, mais je sais que vous n'aimez pas jouer à ce jeu-là, donc ceux qui liront Ken Bougoul, dont le nouveau roman vient de paraître aux éditions Présence africaine, se feront peut-être une opinion. Donc je passe sur ce second B, j'arrive tout de suite à C, avec La Cale. La Cale, c'est votre premier texte publié et récompensé d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'est une petite nouvelle qu'on peut trouver sur Internet. Vous tapez La Cale plus mon nom et vous tombez sur un site assez obscur où le texte est présent en intégralité. C'est ma première nouvelle publiée en effet, la première à avoir été récompensée. Et c'est l'histoire d'une traversée au temps de l'esclavage. Et voilà. Qui a eu le prix Stéphane Hessel. Qui a eu le prix Stéphane Hessel de la francophonie et de Radio France Internationale. Voilà. Ah oui, 2 prix. Voilà, donc pour les débuts de Bougar Sarr, vous pouvez donc pianoter sur Internet. Ensuite, à D, j'aimerais bien que vous nous parliez de Madame Diop, cette personne dont l'époux a fondé la Maison Présence africaine et vers laquelle vous êtes tourné d'emblée pour proposer votre premier manuscrit, c'est-à-dire Terre Sainte.
Oui, bon, alors, j'ai envoyé évidemment mes manuscrits à d'autres maisons et je garde très précieusement mes lettres de refus. Il se trouve que Madame Diop a été la première à accepter. Donc, ça a été pour moi quelque chose de très touchant parce que c'est une maison, Présence africaine, qui a une histoire importante pour le jeune Sénégalais que j'ai été, le tout jeune, puisque les premiers grands textes classiques africains que j'ai lus, je les ai lus dans cette maison. Je l'associe à Ousmane Sembène, je l'associe à Aimé Césaire, je l'associe à Senghor, même s'il n'a pas publié là, je l'associe évidemment à Alioune Diop et je l'associe à Christiane Yandé Diop qui aujourd'hui a 97 ans ou 98 ans, qui est la veuve du fondateur et avec qui j'ai eu la chance de travailler pour mon premier roman, Terre Sainte. Je ne suis pas du tout un fétichiste des manuscrits, c'est-à-dire que mes brouillons, mes cahiers, mes carnets, je ne les garde pas, je les jette, je les perds. Mais le manuscrit sur lequel il y a les annotations de Madame Diop, celui-là, je l'ai gardé. Voilà. Et donc, c'est le seul manuscrit de travail que j'ai gardé parce que c'est Présence africaine et parce que c'est Madame Diop. Et j'ai eu la chance, aujourd'hui, elle ne travaille plus parce qu'elle est fatiguée, mais j'ai eu la chance de faire partie des derniers écrivains avec qui elle a travaillé sur un manuscrit du début à la fin. Et c'est une personne d'un grand courage, d'une grande force et une éditrice remarquable. Voilà. Alors, on passe à la lettre E. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né le personnage d'Eliman, peut-être en donnant quelques éléments sur ce travail universitaire que vous avez commencé, ou peut-être achevé, je ne sais pas où vous en êtes, sur l'année 1968, qui n'est pas qu'une année érotique, mais qui est aussi celle de la parution de Le devoir de violence de Wologhem, Le soleil des indépendances de Kourouma et celui peut-être moins connu en France, La plaie de Malik Fall. Malik Fall. Voilà. Oui, j'ai eu à une époque des velléités académiques que ma paresse a vite éteinte. Finalement, j'ai arrêté après quelques années, tout de même. Mais j'ai voulu travailler sur 68 parce qu'il y a là, dans la littérature africaine d'expression française, un moment important où 3 grands écrivains publient leurs premiers romans, qui sont des textes absolument fondamentaux pour moi, qui sont des textes séminaux, qui changent aussi quelque chose dans une histoire littéraire en cours, qui changent une esthétique, qui changent un rapport à la littérature et qui changent la figure même de l'auteur. Il se trouve que parmi ces 3 auteurs-là, donc il y a Malik Fall du Sénégal, Kourouma de la Côte d'Ivoire et Yambo Wologhem du Mali. Wologhem publie en 68 donc son premier roman, Le devoir de violence. Il obtient le prix Renaudot. Il obtient ensuite, ce qui lui vaut ensuite une accusation de plagiat. Il disparaît, n'écrit quasiment plus. Il a écrit quelques autres textes après, mais son grand texte, c'est Le devoir de violence. Et Wologhem me fascine d'abord parce que c'est un écrivain puissant, c'est un écrivain, c'est un styliste, et c'est quelqu'un qui est extrêmement courageux dans sa manière de se confronter à la littérature. Et je le découvre d'abord par son texte. Son texte m'éblouit, je le lis plusieurs fois et longtemps après, je découvre son histoire, ce qui lui est arrivé. Sa disparition, ce silence et l'énigme de cet homme qui aurait pu être vraiment peut-être l'écrivain le plus important africain de la deuxième moitié du XXe siècle. Et il l'est peut-être en ayant écrit si peu. Mais sa disparition me fascine, je m'intéresse à son histoire, je m'intéresse à ce qui lui est arrivé, aux polémiques, mais je reste surtout autour du texte. Et je vois dans son destin une métaphore de beaucoup de choses, mais une métaphore surtout de ce que la littérature est également, à savoir quelque chose qui, à son degré le plus incandescent, vous coûte la parole. Voilà. Et ce qu'il représente est un peu ce que j'ai tenté de donner, de faire passer chez Eliman, même si Eliman n'est pas une transposition littérale, il n'y a pas de correspondance absolue entre Eliman et Wologhem. Eliman est une fiction, mais son inspiration, son origine, c'est Wologhem. Voilà. Et Eliman, ce nom? J'y ai beaucoup réfléchi, mais il y a plusieurs
ceux qui ont lu le roman savent que ce n'est pas son nom véritable. Enfin, si, c'est son nom, mais il a un autre nom qui est peut-être le plus important pour lui. Mais j'ai choisi de faire apparaître celui-là parce que cela dit aussi ce qu'il est, c'est-à-dire ça. Le fait qu'il ait choisi de mettre en avant un nom qui lui vient plutôt de la colonisation arabe, plutôt que son nom originel, traditionnel. Ça dit aussi quelque chose de sa trajectoire comme homme, tout simplement. Il y a un autre E, c'est celui de Elgas. Elgas est un écrivain sénégalais qui vient notamment de publier Le Mal Noir. Et Elgas, il vous accompagnait dans ce premier rendez-vous que vous aviez à Dakar avec votre public sénégalais. Et en fait, on a vite compris que vous étiez unis par une telle complicité que ce jeune écrivain, héros et narrateur de votre livre, est souvent en compagnie d'un ami avec lequel, même de plusieurs, mais avec lequel il a comme ça cette passion de la littérature et autres. Mais bon, il paraît qu'avec lui, vous déclamiez le cahier de Césaire en pleine nuit. Qu'est-ce que c'est cette amitié littéraire? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Bolagno, les jeunes qui sont passionnés de littérature et qui sont prêts à tout pour. Oui, Elgas est un ami. Je ne vois pas ce que je peux rajouter à cela. C'est un grand ami. On a commencé quasiment à écrire au même moment. On a passé, avant d'écrire, de longues soirées. Nous n'étions pas que deux, nous étions plus nombreux que cela. Donc, ce qui fait que disons que la figure de l'ami de Diegan est un ensemble composite de plusieurs figures. Il est congolais d'ailleurs, il n'est pas sénégalais. Voilà, mais oui, après... mais c'est comme dans beaucoup d'histoires littéraires. On a d'abord un petit cénacle qui se forme, qui a des prétentions, qui est très arrogant, mais qui est aussi très comique et pour qui on peut avoir beaucoup de tendresse. Cela a été mon cas avec Elgas et avec d'autres. Nous avons passé de longues soirées, en effet, à déclamer des textes que nous connaissions par cœur. Et maintenant, nous avons vieilli. Voilà. Alors, chers vieux écrivains, j'en arrive à F, à la France. Et comme on sort d'une rencontre que vous avez eue hors les murs à l'Hôtel de l'Industrie sur le pavillon africain, il y avait Boubacar Boris Diop qui parlait de cette dépendance à la France et qui parlait même de littérature afro-parisienne. Alors, vous jouez beaucoup dans le roman sur la situation de l'écrivain africain, sur justement ce piège un peu tendu par le germano-pratisme. Comment est-ce que vous vous situez au bout de cette aventure, qui d'ailleurs n'est pas terminée, dans votre rapport à la France? Est-ce que vous êtes obligé de la remercier ou pas du tout? Non, je ne... non, je ne remercie pas la France, mais pas plus que je ne... je ne remercie pas le Sénégal non plus. C'est-à-dire que je ne remercie que je remercie des individus très, très, très précis, mais pas des entités comme la France ou le Sénégal. Sur cette question-là, évidemment, je suis peut-être le plus mal placé aujourd'hui pour en parler. Dans le livre, je me moque beaucoup des ambiguïtés qu'il peut y avoir dans cette relation-là et des ambiguïtés dans lesquelles un écrivain africain peut être installé lorsqu'il publie en France, en français, et qu'il ne vit plus dans son pays et qu'il est marginal autant dans son pays qu'en France. Je me moque de l'obsession des prix littéraires français. Il se trouve que, évidemment, j'obtiens le Goncourt. Enfin, en tout cas, le livre que j'écris, où je me moque précisément de cela, obtient le prix Goncourt. Qu'est-ce que je peux rajouter après cela?
le livre m'intime de me taire, mais la question continue. La question n'est pas résolue. Ce n'est qu'un... Mon destin individuel, comme le disait Samy Tchak tout à l'heure, ne peut pas occulter la situation structurelle des écrivains africains établis en France et de leur situation à la fois éditoriale, littéraire et même humaine. Ça, ce n'est pas parce qu'un livre d'un auteur africain obtient un prix Goncourt que la question est résolue. Voilà, je sens que je suis évidemment aujourd'hui au carrefour de beaucoup de questions qui sont à la fois politiques, qui sont symboliques, qui sont aussi esthétiques, bien évidemment, et qui disent toutes quelque chose de ce que la relation a été et est en train de devenir. J'en ai pleinement conscience aujourd'hui. Mais je pense que tout ce que j'avais à dire sur cette question-là se trouve dans le livre. Après, voilà, le livre est très, très ironique et dans son ironie, il prend son auteur aussi. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais cela veut aussi dire que dans mes déclarations désormais sur la relation, j'ai peut-être pas une responsabilité, mais je parle d'un lieu qui sera tout de même légèrement différent. Parce que peut-être que la critique absolue me sera maintenant interdite, puisqu'on me renverra toujours au visage que j'ai eu le prix Goncourt. Et que d'un côté ou de l'autre, on me renverra ce prix-là pour me dire tu n'as plus le droit de dire quoi que ce soit. Donc il faut trouver autre chose. Après, voilà, je suis extrêmement heureux de ce qui est arrivé, de la manière dont c'est arrivé, du moment où c'est arrivé. Et on peut reprocher énormément de choses à la France, mais lorsqu'elle se targue d'être un pays structuré autour de la littérature, ça signifie quelque chose. Et je crois que toutes les personnes qui viennent dans des salons ou qui vont dans des signatures voient ce que c'est qu'un pays dans lequel les livres font partie de l'inconscient, plus que de l'imaginaire, de l'inconscient du pays. Alors, donc, on va zapper G comme Goncourt parce qu'on en a assez parlé. Et on va arriver à H. Et d'ailleurs, la liaison se fait assez naturellement parce que si on parle d'homosexualité, il y a d'abord le fait que dans Deux purs hommes, votre roman donc, qui aborde ce thème au Sénégal, il y a justement un professeur de français et un romancier à un moment qui écrit un très mauvais roman sur l'homosexualité dont vous vous moquez, c'est-à-dire une fois de plus, l'ironie est très présente. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'homosexualité, c'est quelque chose donc, qui reste tabou dans votre pays et qui vous a valu vraiment de grandes violences. Et en fait, vous avez parlé à ce sujet d'une situation qui, pour autant, demeurait littéraire, parce que justement, elle interrogeait le rapport que vos compatriotes pouvaient avoir avec la fiction, qui pour autant n'était pas une question condescendante, mais une vraie question. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette question ? Oui, c'est-à-dire que là aussi, je crois que ce serait une erreur de rester sur ma situation personnelle. J'ai écrit un livre sur un sujet tabou, en effet, qui a reçu un accueil très froid ou très chaud, mais pour dire la même chose finalement au Sénégal. Mais évidemment, il y a eu parfois, ça a pris des proportions très, très violentes après le Goncourt, c'est-à-dire au moment du Goncourt. Quand le prix Goncourt a été attribué à ce livre-là, ça a rejailli sur le livre précédent qui avait été fraîchement reçu au Sénégal, mais qui était relativement comment dire, peu traité finalement. Mais quand le prix est arrivé, la polémique a concerné le livre précédent, avec tous les amalgames, les confusions, des gens pensant que c'est de purs hommes qui avaient reçu le prix Goncourt, etc. Bon, ça avait été très compliqué.
Donc ça avait généré beaucoup de propos assez violents, assez agressifs. Mais cela rejoint, et c'est là que je sors de la question personnelle, cela rejoint des réflexions que je tente aussi d'avoir sur ce que signifie sociologiquement être un écrivain au Sénégal aujourd'hui. Quelles sont les attentes qui pèsent sur nous et pourquoi un pays où, quoi qu'on dise, il y a très peu de lecteurs, il y a très peu de gens qui lisent, pourquoi dans ce pays se passe, à la faveur de la publication d'un livre et d'un prix qu'il reçoit, une telle montée d'adrénaline. Pourquoi il y a autant de mots? La lecture que j'en fais, c'est que tout simplement, cela signifie aussi ça, être écrivain au Sénégal. C'est-à-dire que les gens n'ont pas nécessairement besoin de te lire. Ils n'ont pas nécessairement besoin que tu... ce qu'ils demandent aussi, c'est que tu exprimes une part de ce qu'ils sont. Et malheureusement, un écrivain ne peut pas exprimer cela, il ne doit pas exprimer cela, il ne doit pas chercher à exprimer cela. Pour ma part, je ne le cherche pas, je ne cherche pas à exprimer l'imaginaire des Sénégalais. Je cherche à exprimer moi mon propre imaginaire. Mais je comprends aussi que être un écrivain, ça a un sens précis dans ce pays-là. Ça a un sens assez précis. Ce n'est pas quelque chose de neutre ou d'anodin. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Que dans un pays comme le Sénégal, les écrivains ou un livre puissent encore, même quand on ne le lit pas, générer quelque chose comme une discussion. Et ça a été le cas. Et là, encore une fois, ce n'est pas du tout ma situation personnelle qui est là en jeu. C'est vraiment la signification du roman. C'est l'occasion de réfléchir au roman, de réfléchir à la fiction, de réfléchir au rapport entre la fiction et le réel dans le contexte sénégalais. Toutes ces questions-là sont extrêmement intéressantes pour moi. Je rappelais toujours, et tu es venu à toutes les éditions des Ateliers de la Pensée de Dakar, toutes mes interventions, lorsqu'on les lit, ne concernent que cette question-là. Que signifie être un écrivain dans ce pays-là? J'en ai eu la preuve en acte, si on veut. Alors, j'allais m'arrêter sur l'Italie et aussi sur l'imaginaire, mais je vais aller directement à Jinsan pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit sur le livre au Sénégal. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être publié par une maison d'édition sénégalaise sur le plan pratique et sur la vie du livre? Est-ce que ce livre qui est publié aux éditions Philippe Ray est le même que nous voyons dans les librairies sénégalaises, à part... je ne sais pas, son prix, ou est-ce que très matériellement, comment Oui, ça se déroule? C'est le même, à part le prix qui est moindre au Sénégal. Voilà. La coédition, pour l'instant, a pris cette forme-là. Ça permet au livre d'exister au Sénégal dans un prix qui n'est pas encore tout à fait accessible à toutes les bourses du Sénégal, mais qui est moins cher, en tout cas, qu'ici. Mais pour moi, le sens véritable de cette coédition, au-delà du fait que c'est aussi une histoire d'amitié entre trois hommes, c'est que c'est pour le futur. Le fait que ce livre ait obtenu ce prix si important et qu'il ait été édité par une maison française et une maison sénégalaise donne, je pense, énormément de motifs d'espérance pour l'avenir de la littérature, alors, qui lie les deux pays, mais au Sénégal particulièrement. J'espère que cela relancera quelque chose, j'espère que cela portera quelque chose, que des écrivains vont émerger. C'est qu'on ne mesure jamais l'effet que symboliquement un prix pareil peut avoir dans un pays, et de savoir qu'une des maisons qu'il a éditées est sénégalaise a du sens pour moi. Évidemment, pour toujours, Jimsan sera aussi l'éditeur de ce livre qui a eu ce prix. Mais j'espère que ça générera quelque chose, que c'est le point de départ de quelque chose. Voilà. Alors, à la lettre K, je voudrais juste signaler comment la ville de Calep, où se déroule Terre Sainte, était une manière de réunir Kidal et Alep. Mais je m'arrête là pour... entendre un mot sur Kourouma. Bon, je te tutoie parce que finalement, tu me tutoies, donc bon. Non, mais on va pas continuer. Hein, voilà. Notre Rabelais, as-tu dit? Notre Rabelais. En
en quoi Kuruma a justement été voilà, ce Rabelais a-t-il fait naître des bâtards à la langue française? Enfin, qu'est-ce que... Oui. Bah, c'est d'ailleurs une de ses formules, hein, le fait d'abattardir finalement la langue française, c'est lui-même qui le dit. C'est-à-dire comme il dit, il plante une case dans la cour de Molière. Ça veut tout dire, une case malinquée. Donc c'est son ethnie. Et dans son esthétique, ceux qui n'ont pas lu Kuruma, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, Kuruma est quelqu'un qui a introduit beaucoup d'oralité malinquée dans son usage de la langue française. Et ça donne une langue extrêmement hybride, extrêmement, je mets des guillemets, barbare. Mais là, c'est une barbarie qui est tout à fait positive, puisqu'il dit qu'en réalité, on peut barbariser une langue en faisant quelque chose de beau par son esthétique et sa manière de travailler une langue. Donc la langue de Kuruma est très belle, elle est neuve, elle apporte quelque chose de très nouveau dans un usage du français qui était jusque-là très classique. Il publie son premier roman en 68 et c'est un basculement. C'est quelqu'un qui littéralement invente une langue nouvelle. Et c'est pour cela que je le compare à Rabelais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, à l'intérieur d'une langue qui était très classique jusque-là, introduit quelque chose qui ressemble à une langue vulgaire, mais qui est extrêmement travaillée, qui est nouvelle et qui intègre, plus qu'un imaginaire, qui intègre une langue africaine dans cet usage-là. À tel point que, évidemment, ça a dérouté beaucoup de gens. Kuruma a frôlé le Goncourt et il ne l'aurait pas eu, dit-on, là je mets aussi là des conditionnels partout, parce qu'on aurait, au sein du jury, quelqu'un se serait élevé, aurait dit jamais de mon vivant on ne donnera le prix Goncourt à quelqu'un qui utilise la langue française de cette manière-là. Donc là aussi, ça dit beaucoup de choses. Mais oui, c'est un Rabelais parce qu'il est là aussi séminal. À partir de lui, commence autre chose. Voilà. Ouais, remarquez, il a eu le prix du livre inter, ce qui n'est pas mal non plus. Et le Renaudot, il a eu le prix Renaudot. Et le Renaudot, oui, bien sûr, pardon. Et donc, du coup, on peut aller directement à elle comme lecture. D'abord parce que tu as accepté d'être ambassadeur pour le Centre national du livre, pour la cause de la lecture. Je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais peut-être tu peux nous en dire un mot. Et ensuite, passer tout de suite à elle comme langue, parce que justement aussi avec Boubacar Boris Diop et avec lui et après des Cheikh Anta Diop, des Ngugi wa Thiong'o et tant de personnes qui ont réfléchi aux langues africaines, te demander si à un moment il faut traduire tes livres en Wolof ou en Sérère, puisque comme tu es Sérère, c'est pas la même langue que le Wolof non plus. Voilà, donc d'abord la lecture, ce pari de la lecture, et ensuite la langue. Oui, le Centre national du livre m'a demandé de participer à une campagne qu'il portait et qui consistait simplement à faire la promotion de la lecture à travers une action très concrète qui s'appelle le quart d'heure de la lecture. C'était le 10 mars dernier, il me semble, pendant 15 minutes, énormément de structures, des lycées, des entreprises, même simplement dans des jeux, voilà, se sont arrêtés pendant 15 minutes pour lire un texte de leur choix. Donc c'est cette campagne-là qu'en bonne Miss France, j'ai portée. Et je pense que c'était un succès, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, que ça a beaucoup marché, surtout dans les entreprises et les écoles. Du reste, il me semblait tout à fait naturel d'accompagner une campagne qui tente de ramener la lecture comme un acte du quotidien qui a son sens, parce que bon, pour moi, ça a été le cas. Donc la langue, oui, il y a un grand débat sur les langues nationales, bien sûr, écrire dans les langues nationales, mais je pense qu'aujourd'hui, on s'accorde à peu près tous sur le fait que c'est absolument important, qu'il est important d'écrire dans nos langues nationales, puisque, et Boubacar Boris Diop le rappelait,
le continent africain est peut-être le seul où les écrivains s'expriment dans une langue, souvent, qui n'est pas celle de leur population. Ce qui crée un hiatus très douloureux, très étrange et très douloureux. Mais le tout n'est pas de le dire, il faut aussi que ça se mette en place. Et c'est dans la mise en place que les stratégies divergent. Mais ça, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'en effet, qu'on doive écrire et traduire plus de textes vers ces langues-là, qu'on doive peut-être écrire directement un peu plus de livres dans ces langues-là. Et j'espère que cela arrivera pour moi. C'est-à-dire qu'il y aura des traductions vers le Wolof ou le Serer ou le Pulaar ou les autres, mais que moi-même, un jour, j'arriverai, pour l'instant, je ne le peux pas, à écrire directement dans les langues que je parle du Sénégal. Ça a un intérêt double. D'abord, pour les lecteurs, c'est que il faut aussi miser sur le fait que les lecteurs, un jour, arriveront aussi à lire dans ces langues. Ça veut dire tout un travail d'alphabétisation, ou en tout cas d'instruction dans ces langues-là, parce que le principal problème, c'est cela. C'est qu'aujourd'hui, même si j'écrivais en Wolof ou en Serer, je ne serais pas beaucoup plus lu, parce que le problème, ce n'est pas tant la langue que la lecture même, comme geste, et de savoir lire dans ces langues-là. Mais une fois qu'il y aura un lectorat, ce serait bien qu'il y ait des textes qui soient déjà présents. Donc ça a un intérêt pour les lecteurs qui pourraient directement lire dans ces langues-là, en comprenant peut-être mieux ce qui leur est proposé par les écrivains. Mais ça a un intérêt aussi pour les écrivains eux-mêmes. C'est ça le deuxième intérêt, c'est que c'est un défi qui est lancé, un défi esthétique, littéraire proprement, qui leur est lancé, d'écrire dans une langue qui est en eux, mais qui est aussi très nouvelle dans cet exercice d'écrire dans cette langue-là. Donc oui, ça a aussi un intérêt là, c'est un défi, c'est assez stimulant. Donc j'espère que dans les prochaines années, cela se fera et qu'enfin on arrêtera de demander aux écrivains africains, depuis la négritude, pourquoi ils n'écrivent pas dans leur langue, en feignant d'ignorer que s'ils n'écrivent pas dans leur langue, c'est parce qu'ils ont été dominés brutalement par la colonisation. Voilà. Alors, il y a à la lettre M, moi, c'est un mot que j'ai découvert, donc je crois que c'est en Wolof, masla, pour dire la pudeur ou pour dire... c'est ça Oui, c'est un mot très problématique qui signifie... la pudeur, littéralement, ce serait ça, mais ce serait aussi une sorte de rondeur, une sorte de... Cela peut quasiment signifier, lorsqu'on étend vraiment le sens négatif de ce mot, parce qu'il a un sens aussi très, très négatif, cela pourrait signifier une manière d'hypocrisie, de tenter de maintenir les apparences coûte que coûte. C'est une manière de ruser avec les états d'âme des uns et des autres, les lois, avec les convenances. Lorsque quelqu'un fait du masla, oui, c'est qu'il évite d'exposer publiquement un problème, mais on voit aussi tout de suite ce que ça cause comme problème, de ne pas exposer publiquement le problème, c'est qu'il n'est jamais résolu. Il est dans une sorte d'intériorité comme ça, on ne veut pas dire les choses qui choqueraient trop, etc. Donc c'est un mot assez ambivalent. Sa valeur première est extrêmement positive, mais ce qu'on en fait est parfois très, 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 très gênant, très, très dérangeant dans le contexte d'une société comme la société sénégalaise, qui est traversée, comme toutes les sociétés, par des contradictions. Et ce mot de masla est une contradiction très forte. Et il y a un autre un mot à la lettre M, c'est le mot marathon, parce qu'il paraît que tu as dit que, comme au fur et à mesure que s'accumulaient les sélections dans les prix littéraires les plus célèbres jusqu'au Goncourt, tu avais dit à Philippe Ray, ton éditeur, que tu allais courir un marathon si tu avais un autre prix. Enfin, je ne sais pas exactement le contexte, mais est-ce vrai et est-ce vraiment que tu vas faire un marathon? J'aimerais vraiment que ce ne soit pas vrai, mais hélas, c'est vrai. Mon éditeur est là, c'est le responsable de tout cela. Oui, on était dans le marathon justement des prix, des listes de prix qui commençaient à tomber les unes après les autres. Et il y a eu une journée, une semaine où il y a eu, le livre a été sélectionné pour deux listes sur 2 listes de prix. Et je lui ai dit de façon assez imprudente, grisée par l'enthousiasme, par une sorte de folie comme ça,
je lui dis, ah, s'il y en a 3, je cours le marathon, parce que lui-même venait de courir le marathon. C'est un marathonien maintenant. Et évidemment, il m'a pris au mot. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais plus comment dire, le livre s'est retrouvé sur cette liste-là. Et dans mon malheur, la chose était écrite. C'est que si c'était encore des paroles, j'aurais pu nier en sachant que c'était vrai. Mais c'est écrit. Et il a les preuves, il a des captures d'écran qu'il a multipliées, envoyées un peu partout dans tout Paris. L'AFP au courant. Donc, oui, on doit courir un marathon. Et il a poussé le vice jusqu'à porter cette idée au comité olympique. Vous savez qu'il y a les Jeux olympiques qui se passent ici en 2024. Il me semble que la semaine prochaine, nous devons rencontrer Tony Estanguet. Et je pense que rien de bon ne sortira de ce rendez-vous-là, puisque cela voudra certainement dire que de façon tout à fait officielle, il sera inscrit écrit que je devrais courir ce marathon. Je n'en ai absolument aucune envie, mais bon, il faudra justement créer l'envie. J'ai encore 2 ans pour me préparer. Et donc oui, je crois que je le courrai, sauf blessure, qui est la chance de tous les sportifs. Alors on va finir en musique, parce que le chanteur qui vous a accompagné pendant l'écriture de La plus secrète mémoire des hommes. D'ailleurs, il le raconte dans un entretien que Malik Diawara et Viviane Forson ont fait sur le site du Point Afrique. C'est Omar Penn. Alors, est-ce que vous pouvez... C'est la seule lettre de l'alphabet pour laquelle Mbougar a demandé à pouvoir parler de quelque chose. Le reste, il ne savait pas de quoi on allait parler. Donc, ben voilà, Omar Penn. J'ai pas la musique là, on peut mettre sur Spotify. C'est dommage. Il faudrait hein? Allez-y. Ben, vous irez chercher, vous irez trouver. Il est disponible sur YouTube, Deezer, Spotify, voilà. Et c'est un chanteur. En fait, d'abord, c'est un groupe. C'est le Super Diamono. C'est un groupe qui a traversé quasiment maintenant un demi-siècle d'histoire de la musique sénégalaise. Donc c'est un groupe vraiment fondateur. Et Omar Penn fait partie de ce groupe depuis maintenant quasiment 40 ans. Il en est le chanteur principal. Il a connu plusieurs générations. D'ailleurs, aujourd'hui, ça s'appelle le Super Diamono 4G. Donc c'est la 4e génération des musiciens. Et Omar Penn est un peu le pilier maintenant. C'est un homme qui a d'abord une histoire personnelle très particulière, très belle, qu'il raconte. Il a vécu dans la rue, il est sorti de chez lui parce qu'il avait une marâtre. Voilà, il est parti. Il a perdu sa mère assez jeune, etc. Et puis, mais le plus beau dans ce qu'il fait dans la musique du Super Diamono, c'est qu'elle est d'abord influencée par énormément de musique. Mais comme beaucoup de musique sénégalaise, il y a beaucoup d'influences de l'Amérique du Sud, mais aussi de l'Europe, du jazz. Mais il a eu un moment où il a fait une longue tournée avec le Super Diamono, où il a passé beaucoup de temps à arpenter tout le Sénégal, les zones les plus populaires, pour recueillir les musiques traditionnelles et les manières dont elles étaient faites. Et il en a fait sa marque de fabrique. Il a synthétiser tout cela pour donner la musique du Super Diamono. Et c'est un homme qui me touche beaucoup, dont la musique me touche beaucoup, dont les paroles me touchent beaucoup. C'est un autodidacte, mais qui écrit lui-même ses chansons et qui a une manière d'exprimer. Mais c'est ça aussi un grand artiste, c'est qu'on a l'impression qu'il a toujours réponse, en tout cas qu'il trouve le langage le plus juste à ce qui nous touche à un moment donné. Je veux dire par là que, ne trouvant pas parfois les mots pour exprimer ce que je ressens, il me suffit de l'écouter pour qu'il l'exprime pour moi. Et j'ai toujours l'impression que ça tombe tout le temps. C'est incroyable, il a une discographie très très étendue. Mais toujours, ses chansons, de façon presque magique, expriment ce que je ressens et de la manière la plus juste qui soit, et mieux que je ne pourrais évidemment
l'exprimer moi-même. Et c'est un homme qui est très touchant, qui a connu aussi toutes des génères. Voilà, aujourd'hui, c'est un homme qui est un peu... mais on le voit sur certaines vidéos qui est un peu très punk hein, dans sa manière de s'habiller, de chanter. Voilà, mais c'est la musique du Super Diamono m'accompagne depuis très longtemps. De façon très paradoxale, c'est une musique que j'ai découverte, que j'ai mieux comprise en arrivant en France. Au Sénégal, je l'écoutais, voilà, comme cela. Il a fallu que j'arrive en France, donc que mes états d'âme deviennent de plus en plus mélancoliques, ce qui est un cliché de l'exil, mais on passe tous par ce cliché-là pour que je découvre ou redécouvre Omar Pène et la musique donc du Super Diamono, que je vous exhorte à aller écouter. Voilà. Alors, pour le prix Tanné de Saint-Louis, ce sera une autre fois. Et pour Serer, donc ce peuple auquel tu appartiens, ainsi que Felwine Sarr, c'est un rendez-vous que je donne sur une interview faite de vous deux sur ce thème, sur le site du Point Afrique encore. On arrive doucement au W. W est le premier romancier noir à recevoir tel prix ou à entrer dans telle académie. 2 points. Lisez son livre, forcément fabuleux. Ça, c'est l'ironie que l'on trouve dans ton roman La plus secrète mémoire des hommes. Ça ne te concerne pas du tout, puisque ce livre est justement fabuleux. Et je voudrais juste, avant qu'on se quitte, vous lire la fin d'un discours que le jeune Mohamed Mbougar Sarr, à l'âge de 24 ans, a prononcé en recevant le prix Kourouma pour Terre Sainte. Et voilà. Mon seul engagement est esthétique. Je crois simplement qu'un écrivain doit un temps se soustraire à la tyrannie de l'actualité si, dans le langage le plus juste, la plus loyale écoute de sa conscience, le plus libre exercice de sa sensibilité, il veut avoir une chance de dire sur le monde et sur les hommes quelque chose qui se rapprocherait le plus d'une vérité. En ce sens, l'écrivain est doublement inactuel. Il l'est parce qu'il a le privilège de la solitude et du silence, chose devenue rare et suspecte dans l'exercice de la pensée. Il l'est surtout parce qu'il s'occupe de forme dans un monde qui en a de moins en moins le souci. Voilà, peut se quitter là-dessus si ça vous va. Merci Mbougar. Tu vois ce que je disais, j'ai vieilli. Je ne dirai plus aujourd'hui. Ah bah vas-y. Ah non. Et bien sûr, rendez-vous sur le stand pour les dédicaces. Pardon ? Le stand quoi ? Donc il sera en dédicace sur l'estrade gauche de 18h à 19h, puis à partir de 19h sur le stand de son éditeur. Voilà, merci beaucoup. You are pure illusion. You do not exist.